En fait, quand je lis un livre, quand je vais lire un livre, j'ai toujours l'impression que ce livre va m'aider pour mes textes. Quel que soit le livre, je me dis peut-être que je vais trouver un truc là-dedans. Je vais trouver un truc qui demain apparaîtra dans mon texte. Je vais trouver peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être une solution mystérieuse. Et tout livre me semble, je sais pas, comme une sorte de... J'ai un grand espoir. Pour cet ultime épisode de la saison, je me suis rendu à Marseille. J'ai rencontré Laura Vasquez. Sur les 8 entretiens que j'ai réalisés, toutes les autrices et auteurs m'ont témoigné leur reconnaissance à son égard, l'admiration et la véritable joie de participer aux ateliers d'écriture qu'elle anime chaque semaine depuis plus de 2 ans. À Marseille, j'ai rencontré un soleil rayonnant. J'ai éprouvé une réelle émotion de celle qui demeure un joyau, façonné et poli par une forme de pudeur, une sincérité joyeuse, des regards sensibles, une bouleversante générosité et de lumineuses conversations. À l'occasion de cette rencontre, Laura Vasquez nous entretient face à sa bibliothèque immense de son rapport à l'écriture, de l'énergie que lui apporte la confection de ses ateliers d'écriture et du rapport à ceux qui les suivent et qu'elle ne manque pas de croiser à chacune de ses lectures. Sans plus le commenter, et juste pour le plaisir de l'écouter, voici cet entretien. Allez, vive passion. Bonjour Laura Vasquez. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et surtout en mon nom et au nom de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer au cours de ces entretiens. Je tiens véritablement à te remercier pour tes ateliers, tout le travail que tu accomplis toutes les semaines pour nous. Et je pense que si j'oubliais, il m'en voudrait. Écoute, c'est moi qui vous remercie de cette attention que vous donnez à ces mails que j'envoie chaque semaine. Je vous remercie aussi pour tous ces retours et pour tout ce qui en est, la revue Miroir, maintenant les podcasts, je trouve ça extraordinaire. J'envoie chaque semaine une consigne d'écriture et à partir de là, je vois fleurir plein de textes, plein de rencontres aussi, des amitiés entre les personnes, des collaborations, des publications, que ce soit dans la revue Miroir ou dans d'autres revues. Il y a même des livres qui naissent. Et maintenant ce podcast, alors c'est formidable, vraiment je suis ravie. Merci. Alors on va refaire un petit peu la genèse des ateliers, si tu veux bien, il y a 2 ans. Comment tu as commencé ? Alors, le Covid venait d'apparaître dans nos vies et tout d'un coup, on a été confinés. Et je donnais régulièrement des ateliers d'écriture, en particulier dans une médiathèque à Marseille, c'est la médiathèque du Panier. Je l'ai donné par le Centre international de poésie de Marseille, on appelle aussi le CIPM. Et puis j'avais un groupe assez fidèle, un petit groupe de fidèles des ateliers d'écriture, et on s'amusait bien, on se voyait en général une fois par mois. Et là, les ateliers ont été annulés. Alors je me suis dit, bon, c'est quand même embêtant parce que dans ces ateliers, il y avait pas mal de personnes assez isolées. Oui. Alors je me suis dit, bon, ces personnes qui étaient déjà assez isolées, là, doivent être très isolées. Alors je me suis dit, je vais leur envoyer un mail, et dans le mail, je vais leur donner une consigne d'écriture, on va faire un atelier d'écriture par mail, ce sera peut-être bien aussi. J'ai eu cette idée, je me suis dit, mais puisque je vais l'écrire dans un mail et que je vais l'envoyer, autant l'ouvrir à tout le monde. Peut-être que d'autres personnes auront envie d'y participer. Alors j'ai mis une petite annonce sur Facebook. Or, c'était le tout début du confinement et beaucoup de gens cherchaient de nouvelles activités, des choses à faire. Oui. Donc, cette petite annonce a été beaucoup, beaucoup partagée, notamment par les réseaux des bibliothèques. Ce qui fait que j'ai eu des centaines et des centaines d'inscriptions, tout d'un coup, très vite, à ces ateliers d'écriture. Donc, ça m'a encouragée à soigner la chose d'autant plus. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Oui. Au début, c'était ça, je me filmais. Et donc, je faisais à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire, je présentais un texte, un livre, un auteur, une autrice. Je lisais le texte. Ensuite, je faisais une rapide analyse du texte et des points
de force ou des points intéressants dans ce texte pour nous, pour l'exercice d'écriture. Et à partir de là, je donnais une consigne d'écriture. Et voilà, les personnes ensuite avaient la possibilité de partager ça sur un groupe Facebook que j'avais prévu à cet effet. Donc ça a duré le temps du confinement. Ça se passait très bien. Et puis, il y a eu de plus en plus d'inscrites. Et en fait, le confinement s'est terminé et les ateliers ont continué. Et ça a pris encore pas mal d'ampleur. Et je me suis rendu compte que je ne me lassais pas. Alors ça m'a étonnée parce que j'ai pour habitude de me lasser assez vite. Surtout de choses qui ressemblent à du travail et qui m'éloignent de l'écriture. Oui. Ce sont généralement des choses qui me lassent. Mais là, les ateliers, je ne m'en lasse pas. Alors j'ai compris à peu près pourquoi. C'est parce que, bon, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce qu'il y a tous ces retours, tous ces mots, toutes ces rencontres. Forcément, c'est formidable. C'est formidable de recevoir plusieurs mots dans la semaine, de rencontrer plein de monde. Bon, ça, j'y reviendrai aux rencontres parce que j'aurai des choses à en dire. Mais disons que dans mon rythme de travail, ça m'apporte aussi quelque chose. Parce que avant de faire ces ateliers d'écriture, je lisais déjà pas mal, je lis pas mal de manière générale, mais mes lectures passaient. C'est-à-dire je lis un livre, il est terminé, je prends quelques notes, et puis au revoir ce livre. Et je passe au suivant, et comme ça, et ça avance à la chaîne, et passent les semaines, et passent les lectures, et il m'en reste des notes, mais rien de plus. Tandis que là, au fil de mes lectures, de certaines de mes lectures, je m'arrête, et je synthétise une idée, par exemple, ou un détail du texte qui peut être notable, qui peut être intéressant, à partir duquel on peut écrire. Je m'y arrête et puis j'essaie d'expliquer ce qu'on peut en faire et comment on peut prendre ce petit détail pour écrire soi-même, pour créer son propre texte, ou prendre un mouvement dans un texte, ou prendre simplement un motif qui peut être intéressant. Et le fait de partager ça, d'arrêter ça, de faire comme une photographie d'une lecture à un moment donné, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans la stabilité de cette frise historique de mes lectures à l'intérieur de moi. D'accord. Toutes ces lectures, eh bien, j'en ai à chaque fois une petite photographie. Même si là, je serais bien en peine de faire la liste de tous les livres que j'ai utilisés pour les ateliers d'écriture. Oui. Mais quand même. Je crois qu'on est à un peu plus de 80 ateliers. Ah ouais, 80, oui, c'est assez... Enfin, c'est pas une comptabilité fiable, mais c'est à peu près ce que j'ai retenu. Oui, c'est tout à fait possible, ça doit être ça. Et donc aujourd'hui, n'importe quelle lecture t'amène à penser perpétuellement à cette idée d'entretenir une clé de lecture ou une consigne potentielle ? Disons que quand je lis un livre, la première chose que je cherche, en fait, quand je vais lire un livre, j'ai toujours l'impression que ce livre va m'aider pour mes textes. Quel que soit le livre, je me dis peut-être que je vais trouver un truc là-dedans. Je vais trouver un truc qui demain apparaîtra dans mon texte. Je vais trouver peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être une solution mystérieuse. Et tout livre me semble... je sais pas, comme une sorte de... J'ai un grand espoir. Même dans des livres dont je sais qu'ils ne m'intéresseront pas beaucoup, mais je pense toujours que je vais y trouver quelque chose pour mes propres textes. Donc j'ai toujours ce regard. Alors je lis toujours avec un crayon à la main et à la recherche de matière, en fait, pour mes textes. Et en deuxième lieu, je pense aussi aux ateliers d'écriture. Et quand quelque chose m'apparaît comme étant... peut-être structurel dans un texte relativement court. S'il y a une structure assez claire dans un texte relativement court, que cette structure, je suis capable de la voir et aussi de la montrer, de l'expliquer, alors je sais que ça me servira pour un atelier d'écriture. Or ça, ce sont des choses qu'on trouve dans beaucoup, beaucoup de livres. Rares sont les livres à partir desquels on ne pourrait pas faire d'atelier d'écriture. C'est très rare, il faut vraiment que le livre soit très, très mal écrit. Ce qui est courant, hein. Enfin, il y a beaucoup de... il y a quand même quelques livres dans lesquels il n'y a pas du tout d'écriture. Mais vraiment, de manière générale, on trouve toujours quelque chose qu'on peut transformer en atelier d'écriture. Que ce soit pour un atelier d'écriture thématique, par exemple, je sais pas, le thème du rêve, le thème du souvenir, le thème de la traversée, ou un atelier d'écriture formel,
où il y a une forme repérable. Et le duo gagnant, c'est de mêler les deux. Donc un atelier d'écriture soit à la fois formel et thématique. Là, ça donne beaucoup de clarté. Et puis, si la personne qui suit l'atelier, qui a envie de faire l'atelier, n'est pas très stimulée par la forme, elle sera peut-être très stimulée par le thème. Donc on lui donne deux chemins, deux voies. Oui, il y a vraiment un potentiel créatif, une impulsion en tout cas qui est mesurable et qui aboutit à différentes choses. C'est ça qui est assez fantastique à lire ensuite. Ah oui, ça c'est assez incroyable de voir comment à partir d'un même texte modèle, si je puis dire, un même texte de départ et une même consigne. Alors oui, plus qu'un texte, c'est plus ton impulsion aussi, qui à travers la médiation et ce que tu captes du texte qui va... Oui, ça doit orienter, mais le texte quand même sert de modèle un peu. Donc comment à partir d'un texte modèle et à partir d'une consigne, des personnes vont aller dans des directions complètement différentes. On va avoir une chose et son contraire. C'est là qu'on découvre la grande variété des sensibilités humaines. C'est vrai. Je vais reprendre au niveau de la langue que tu explores quand tu fais des lectures. Ce qu'il y a de vraiment très particulier dans ce que tu écris, c'est cette définition de la langue. C'est encore plus prégnant dans la semaine perpétuelle, où là, en tout cas moi, je l'ai ressenti comme une invention, une réinvention de la langue à ce niveau-là. Comment, quand tu pioches ou quand tu lis à côté de ton écriture, tu ne te laisses pas influencer ou tu restes dans ton idée de la langue? Alors, donc là, tu passes des ateliers d'écriture à mes livres, à ce que je fais, qui sont deux choses assez différentes, finalement, même s'il y a sans doute un lien. Donc, pour mes livres, comment je fais quand je lis un livre pour ne pas me laisser... comment tu dis, pour pas... Il y a vraiment une invention de la langue à partir du moment où tu énonces ton récit. Tu rentres dans une manière... très particulière, qui t'est vraiment très propre d'énoncer ton récit, qui est, pour ainsi dire, unique aussi. Donc, comment tu cultives ça? Alors, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que quand j'étais jeune, je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde. Donc, j'ai beaucoup écrit à la manière d'eux. Énormément, j'ai beaucoup copié, recopié, j'ai beaucoup essayé, et puis au bout d'un moment, j'ai un peu, lâché tout ça, et j'ai écrit, et sans me préoccuper de ça, c'est-à-dire sans me dire « Oula, attention, là, quand t'écris, ça ressemble à machin. Oula, attention, là, ça ressemble trop à truc. » Donc, j'ai laissé ça de côté. Je me suis dit « Tant pis si ça ressemble à quelque chose qui existe déjà. Tant pis si ça ressemble à rien. Je vais écrire ce qui me semble juste au moment où j'écris. Je vais faire comme une aventure dans l'écriture. Je vais traverser ça et je verrai où ça mène. Et puis voilà. » Et donc j'ai écrit, et à partir de là, quand le texte commence à prendre, quand le texte commence à se dérouler un peu de lui-même tout en étant maintenu, eh bien, il n'y a qu'à suivre. Il n'y a qu'à le laisser et à suivre, mais tout en le maintenant. Et donc je me pose plus trop cette question de savoir si ça ressemble trop à tel ou tel auteur. Je sais bien que forcément j'ai été influencée par beaucoup d'auteurs et d'autrices, par beaucoup de lectures. Donc forcément, ça doit ressembler à certaines choses. Ça doit aussi être différent de certaines choses. Je réfléchis pas beaucoup en ces termes-là. Mais par contre, quand j'étais jeune, c'était une question que je me posais pas mal. J'essayais, par exemple, je lisais La Fontaine, j'essayais d'écrire à la manière de La Fontaine, après. Oui. Pour voir, en fait, pour tester ce vaisseau spatial. Je rentrais dans ce vaisseau spatial et comment ça marche de traverser quelque chose là-dedans. Et ensuite, j'ai quitté tous ces vaisseaux, ou alors je les ai tous imbriqués. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tu as construit le tien? Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose. C'est pas fixe. J'ai l'impression, j'ai l'espoir que mon écriture, j'espère en tout cas que mon écriture, que les textes vont me surprendre. J'espère que ça va me surprendre ce que je vais faire.
j'espère être la première surprise en lisant ce que je fais. Tu es ta première lectrice alors? Bah oui, forcément. Je suis ma première lectrice et relectrice et donc ce que je cherche, c'est comme une surprise, c'est me dire ah tiens, j'ai écrit ça comme ça, je m'en souviens, mais en même temps je m'en souviens pas. C'est cette impression-là qui me plaît. Pour revenir aux ateliers d'écriture, tu évoquais les rencontres. Qu'est-ce qui... avec la semaine perpétuelle, tu as eu l'occasion de faire beaucoup de salons, des dédicaces, et donc tu as fait aussi beaucoup de rencontres de personnes qui participaient aux ateliers. D'ailleurs, ils sont combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 2500 personnes. Ah oui. Oui, je fais beaucoup de lectures, pratiquement toutes les semaines en ce moment. Et donc, je me déplace dans des villes que je ne connais pas du tout, où je n'ai jamais mis les pieds et où je ne connais personne. Et à chaque fois que je fais une lecture quelque part, que ce soit à Paris ou dans des petites villes comme par exemple Vannes, la dernière fois j'ai fait une lecture à Bron, c'est à côté de Lyon. À chaque fois que je fais une lecture, eh bien, je rencontre des personnes qui suivent les ateliers d'écriture. On se rencontre. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc on se rencontre, les personnes m'expliquent ce qu'elles font, ce qu'elles écrivent en ce moment, comment ça se passe, ce qui les intéresse dans les ateliers, ce qu'elles aimeraient peut-être découvrir par la suite ou faire à partir de ces ateliers. Donc moi, ça me donne des idées aussi. Et puis c'est assez étonnant ce lien parce que peut-être qu'il y a quelques personnes qui suivent ça depuis longtemps maintenant, depuis, je sais pas, 2 ans. Et moi, je les connais pas. Mais ce qui est certain, c'est que je leur ai écrit une lettre, au moins une lettre, chaque semaine. Oui. Donc elles, même si je ne parle pas de choses personnelles dans mes lettres, elles me connaissent un peu. Oui. Je crois qu'on appelle ça les para-relations sociales, un truc comme ça. Et ça, c'est assez troublant parce que je rencontre des personnes qui connaissent à peu près ma pensée, mes manières de faire, mes manières de voir les textes, par exemple. Ta propre sensibilité. Ma sensibilité, un peu, dans les grandes lignes. Mais moi, ces personnes, je ne les connais pas et je les rencontre. Donc ça, c'est assez... c'est troublant. C'est assez troublant, mais c'est à la fois très beau parce que j'arrive dans des villes inconnues et il y a ces personnes dont je sais qu'elles me connaissent un peu et c'est comme si... J'exagère un peu, mais c'est comme si je pouvais un petit peu compter sur elles. Il y a quelque chose d'un peu rassurant. Oui. Me dire, ah, elles sont là. Ah, tiens, il y a cette personne dont j'ai vu passer le nom plein de fois sur le groupe Facebook ou qui m'a déjà écrit quelques mails. Elle me dit, voilà, je m'appelle tel prénom, tel nom. Ah, c'est vous, ah d'accord, enchantée, qu'est-ce que vous faites alors? Et on discute tranquillement. Et vu la multitude des personnes qui participent aux ateliers, tu n'as pas le temps de tout lire, je suppose. Est-ce que tu t'accordes un petit temps pour consulter le groupe Facebook, par exemple? Alors, c'est même pas que j'ai pas le temps de tout lire, c'est que j'ai le temps de rien lire, honnêtement. Je lis quasiment rien. En fait, les ateliers d'écriture, la composition de l'atelier d'écriture en lui-même, les lectures, les notes de lecture me demandent beaucoup, beaucoup de temps. Chaque semaine, c'est beaucoup de temps de préparation. Et donc, j'ai pas le temps d'aller sur le groupe Facebook et de lire les textes. Par contre, j'y vais de temps en temps, je jette un coup d'œil général, je vois que des textes ont été écrits, je vois qu'il y a des commentaires, je survole très rapidement, mais en profondeur, je ne lis aucun texte. Et puis ensuite, en plus, ce serait un petit peu injuste parce que j'aurais le temps de lire précisément en profondeur 4 ou 5 textes et les autres alors. Puis je ne vais pas mettre un mot à quelqu'un et pas de mot à quelqu'un d'autre. Donc je mets rien en général. Et je pense que le groupe des ateliers d'écriture, le groupe des textes, il est aux personnes qui participent aux ateliers d'écriture, pas du tout à moi. Ouais. Moi, je passe un peu comme un fantôme, voilà, qui est par là, qui jette un coup d'œil, mais c'est pas moi qui l'anime ou qui le fait vivre. Ce qui est formidable, c'est justement qu'il n'y a pas de retour et que le retour se fasse par les lecteurs eux-mêmes. C'est ça qui est plutôt formidable dans ces ateliers. Parce qu'il y a ces petits échanges...
entre personnes. Tu disais des fois des collaborations qui naissent, des sensibilités qui se retrouvent. Plutôt que de dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans un texte, c'est quelque chose d'assez fascinant de se retrouver face à un public. Oui, c'est sûr. Et puis, en plus, quand même, dans ce groupe des ateliers d'écriture, j'ai l'impression que les personnes sont super bienveillantes les unes envers les autres. Tout le monde s'encourage. Et j'ai l'impression que ce qui est souligné dans un texte, ça va toujours être un point fort. Et oui, et ça se fait simplement. Alors, la partie retour des ateliers d'écriture est pour moi assez importante quand je fais des ateliers d'écriture en direct. J'en fais de temps en temps sur Zoom, mais je prends très peu de participants et participantes, vraiment très très peu. Et quand j'en propose, ça part dans l'heure, il n'y a plus de place. Oui. Donc ça part très très vite. J'en propose très peu tout simplement parce que j'ai pas du tout de temps. Mais quand je le fais, là vraiment je mets le focus sur le retour. Et c'est la partie que j'aime bien. Faire un retour sur un texte, voir ce qui coule tout seul dans cette écriture-là. Alors, est-ce que tu peux juste nous décrire la différence entre les deux ? Donc, tu as expliqué les ateliers d'écriture par email ou vidéo. Et ensuite, comment s'organisent les ateliers Zoom ? Alors, un atelier d'écriture par Zoom ou vidéo, par vidéo, pardon. Un atelier d'écriture par vidéo ou par mail, c'est-à-dire ce que je propose chaque semaine, eh bien, il y a un texte, une analyse de texte et une consigne d'écriture. À partir de là, les personnes écrivent et font ce qu'elles veulent de leur texte. Et un atelier d'écriture sur Zoom, comme j'en propose très peu, alors là, c'est en direct. On est un tout petit nombre de participants et participantes. Et là, je propose la lecture d'un texte dont on discute ensemble. On dit ce qui nous a touché, ce qui ne nous a pas touché dans ce texte. On essaie d'expliquer un peu comment on le perçoit, chacune. Ensuite, moi je dis quelques mots du texte, je présente l'auteur, l'autrice bien sûr, et puis à partir de là je donne un axe d'écriture. Donc je donne un certain temps, généralement c'est 20 minutes, et puis on coupe la caméra, on coupe le micro, pendant 20 minutes les personnes écrivent, ensuite on revient, et là on se lit les textes. Chaque personne lit son texte devant le groupe, et on commente le texte de cette personne si on le souhaite, et moi, de manière individuelle et précise, je vais faire un retour assez long sur chaque texte. C'est-à-dire qu'au moment où la personne lit son texte, je fais en même temps une sorte d'analyse du texte que je note très rapidement. Et puis ensuite, eh bien, je fais ce retour. C'est la partie longue des ateliers d'écriture sur Zoom. C'est la partie la plus importante de l'atelier. Et ça, bien sûr, je ne peux pas le faire avec le groupe Facebook. Ça me prendrait... Même si j'y consacrais tout mon temps, je ne pourrais pas le faire. Il y a trop de textes. Ouais. Et donc, un atelier sur Zoom, ça dure combien de temps ? Un atelier sur Zoom, ça dure 2 heures en théorie. En pratique, que je déborde toujours. Donc, en pratique, c'est 2h30 à peu près. Ok. Voilà. En parallèle, également des ateliers d'écriture, tu as pu proposer également des workshops qui permettent de concevoir un petit peu un éclairage différent sur des ouvrages ou sur des manières de s'approprier sa propre écriture. Est-ce que tu peux nous évoquer tes workshops, s'il te plaît ? Oui, alors les workshops, c'est très différent des ateliers d'écriture. Un workshop, c'est toujours thématique. Donc, il y a toujours un thème. Ça peut être assez large. Généralement, ce sont des thèmes qui sont pratiques. C'est-à-dire que les personnes, par la suite, vont pouvoir mettre en pratique des thèmes pour l'écriture. Par exemple, certaines personnes écrivent, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, c'est toujours par rapport à des questions que je me suis posées ou des choses qui me sont arrivées et des réflexions que j'ai eues. Tu mets à profit généreusement ta propre expérience. Oui, généreusement peut-être pas, mais en tout cas, j'utilise un peu... Voilà, mais ce que j'ai lu, ce que j'ai pu apprendre. Par exemple, parfois, on écrit un texte, ça se passe bien, on est là, on est en train d'écrire notre texte, 1 page, 2 pages, et puis on se dit, je me lance dans un livre peut-être, et puis on est à sec. Plus rien, on ne sait pas, on n'arrive pas à continuer ce texte, et pourtant, on a là quelque chose comme le noyau d'un livre. On voudrait le faire continuer, on voudrait que l'écriture vive et se poursuive et faire un livre
avec ça, à partir de ça. Or, on n'y arrive pas et on se retrouve à écrire des textes courts et des textes courts et des textes courts. Et quoi qu'on fasse, des textes courts mis bout à bout ne forment pas un livre. Enfin, un livre, c'est autre chose. Et donc, j'ai fait, par exemple, un workshop sur ce thème, sur le thème de l'endurance dans l'écriture. Comment relancer un texte, comment relancer notre écriture. Il y a des tas d'auteurs qui ont réfléchi à cette question. Donc, je trouve beaucoup de réponses dans les journaux d'écrivains, dans les échanges épistolaires d'écrivains, et puis dans des ouvrages théoriques, et puis par l'exemple dans des ouvrages littéraires, simplement. Voyons, tiens, comment a fait cet auteur ? Comment il a fait pour relancer son texte sans arrêt ? Ce texte rebondit, c'est rebondissant et on suit, on ne décroche pas. Comment il a fait pour que son écriture soit si endurante ? Analyse. Et donc, les workshops, en général, c'est une dizaine de vidéos. Donc je me filme chez moi, il y a des documents aussi que j'envoie, et donc c'est toujours un thème qui est traité, mais pas de manière uniquement théorique. C'est pas un cours universitaire, pas du tout, mais c'est un cours, c'est quand même un cours, mais pratique, par la pratique. Comment ces personnes ont fait et comment nous qui avons ce problème pourrions-nous faire ? Voilà, c'est juste ça. On répond à une question. C'est-à-dire, j'aime bien dire, on va du point A au point B. Le point A, par exemple, c'est quand j'écris, j'arrive pas à suivre mon intuition. J'arrive pas à suivre mon intuition. Je m'arrête toujours à des choses très littérales, très terre à terre. J'arrive pas à plonger plus loin. Et le point B, c'est j'arrive à suivre mon intuition dans l'écriture et j'écris par mon intuition et mon écriture avance. Donc comment on va du point A au point B ? Eh bien, on essaie de le voir dans ce workshop. Et puis pour ça, vraiment, je m'appuie sur des tas d'exemples très très concrets. C'est toujours très concret. Il y a même parfois des exercices carrément. Donc j'en ai fait sur divers thèmes, donc l'endurance, l'intuition. J'en ai fait un sur la manière, sur ce qu'on peut faire pour, à partir de textes épars qu'on a, ici ou là, essayer de former un livre, de créer un livre, de composer un livre, par exemple un recueil ou quelque chose comme ça, à partir de là, en retravaillant ces textes. Comment on peut faire ? Là, je viens d'en terminer un, mais je n'ai pas encore le temps de le lancer, sur l'habitude, sur le fait d'écrire, pas forcément beaucoup, mais très régulièrement, et sur le rapport à notre écriture, sur la manière dont on peut avoir une relation de plus en plus proche à notre écriture pour la connaître. S'astreindre à une discipline. Oui, c'est aussi une question de discipline, mais c'est surtout ce lien à l'écriture, à notre propre écriture, parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand on écrit, on a des peurs, souvent quand on a un problème dans l'écriture, c'est lié à des peurs. Et souvent ces peurs viennent de la non-proximité avec notre écriture. On ne sait pas ce qui pourrait lui faire du bien. On ne sait pas où sont ses aisances, où sont pas ses facilités, mais ses chemins lumineux à cette écriture-là. Donc il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut être en contact avec elle très régulièrement. Or, c'est pas si facile que ça d'écrire tous les jours. Surtout quand on a un travail, ou par exemple si on a des enfants comme toi. Alors là, c'est une autre histoire encore. Mais c'est pas facile d'écrire tous les jours. Et à la fois, finalement, c'est très facile. Donc, beaucoup d'écrivains se sont posé cette question. Comment je pourrais faire pour écrire plus régulièrement ? Et beaucoup ont trouvé des solutions. Donc là encore, je m'appuie sur des journaux, sur mon expérience, etc. Et je donne plein de détails et plein d'idées. Et alors, chacune, selon sa sensibilité, prend ce qui l'intéresse et ce qui l'aidera. Voilà, c'est ça le principe des workshops. Je précise quand même, parce qu'il faut le savoir, que les ateliers d'écriture que j'envoie chaque semaine sont gratuits et que les workshops, eux, sont payants. Voilà. Et on peut les retrouver où ? Alors, les workshops, on peut les retrouver sur... je les partage pas trop en ce moment. J'ai un peu arrêté, c'est vrai. Il faudrait que je mette ça en avant. Sur un site qui s'appelle Podia, qui est un site de cours en ligne et qui permet de partager un catalogue de cours. Ouais. Donc, j'ai un catalogue sur Podia et on y trouve mes différents workshops. Donc, voilà. Donc, il y en a combien aujourd'hui, en attendant le prochain ? Je sais pas, je crois qu'il y en a 5. Oui, 4 ou 5. 4 ou 5, il n'y en a pas tant que ça. Et ça me prend un temps fou, les workshops, c'est énorme. C'est vraiment dense. Mais j'aime bien, si j'avais pas d'autre chose à côté, je ferais que ça. Et tu évoquais tout à l'heure
une forme de discipline et d'astreinte à écrire tous les jours. Comment on arrive à développer sa propre créativité quand on est, comme toi, astreint à écrire tous les jours? Est-ce que tu puises une source d'inspiration dans les livres? Tu l'as évoqué, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident à être plus réceptive pour ta propre écriture? Oui. Alors, pour mes textes, pour mes livres, je travaille toujours à partir de notes. Donc, j'ai une grande base de données, de notes, qui sont très organisées. Ce sont des carnets, manuscrits? Non, pas du tout. J'écris jamais à la main. Donc, c'est des notes sur mon ordinateur que j'organise de différentes manières. Et à partir de ces notes, je sais que je peux écrire. Je sais qu'elles sont là. Par exemple, bon, je vais raconter une petite anecdote, c'est un peu ridicule, mais tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai eu le Covid il y a quelques temps. Et j'ai eu un Covid un peu hardcore, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai un peu exagéré, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que je me sentais vraiment, je me disais, oh là là, je vais mourir, mon Dieu, je vais mourir. J'ai un peu exagéré. Et donc, quel a été mon réflexe? Ça a été de léguer mes notes. Je me suis dit, non, je ne peux pas mourir en laissant toutes ces merveilleuses notes. Il y a trop de choses à faire à partir de ces notes. Il y a tant de livres, tant de choses à faire avec tout ça. Donc, j'ai collecté ça pendant des années. C'est extraordinaire, ces notes. Donc, j'ai dit à quelqu'un, écoute, je te lègue mes notes. Et finalement, bon, Heureusement. Mais c'est pour dire à quel point elles sont précieuses pour moi, ces notes. Oui. Voilà. Et alors, c'est toujours à partir de ces notes. Et ces notes, je les prends, beaucoup en lisant. Je lis pas mal. Si je lis pas, si je dois m'arrêter pour quelques jours, ce qui m'arrive jamais, mais si je devais m'arrêter, ça me donnerait l'impression d'une plante qu'on n'arrose pas. J'ai l'impression d'être en retard. Voilà, c'est ça. J'avoue, j'ai toujours l'impression d'être en retard. J'ai l'impression que je dois rattraper un retard constamment. Donc il faut que je lise. Il y a tant de choses que j'ai pas lues. Il y a tant d'époques que je connais mal, de régions du monde littérairement que je connais pas du tout. Donc j'ai ce retard terrible. Et alors je cours toujours, et puis avec toujours l'espoir que je vais trouver quelque chose qui va vraiment m'aider pour mes livres. Ça peut venir de plein de choses. Ça, je viens quand même d'une famille dans laquelle on ne lisait pas. Enfin, il n'y avait pas du tout de littérature ou de culture littéraire. Oui. Donc j'ai découvert ça très tard. Et puis j'étais pas à l'école, c'était pas mon truc, l'école. Même si j'ai fait des études universitaires, ça s'est fait complètement par hasard. C'était quoi le déclencheur? Je sais pas. Je sais pas vraiment. Je savais que j'allais faire quelque chose. Je savais que j'allais créer quelque chose. Mais je savais pas quoi. Je me disais peut-être que je serais chanteuse, ou peut-être que je serais religieuse, ou peut-être que je serais chirurgienne, ou peut-être que je serais réalisatrice. Je savais que j'allais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et puis un jour, c'est devenu l'écriture, cette chose. Voilà, c'est parti dans cette direction. Il y a un besoin d'expression? Oh, je le formulerai pas comme ça. J'ai pas la sensation d'avoir besoin de m'exprimer, moi, en tant que personne. Mais j'ai la sensation, depuis toute petite, depuis sans doute bébé, que je vais faire quelque chose, qu'il faut faire quelque chose, non, de cette vie. Donc je fais quelque chose. Et quand j'écris, quand je suis en train de travailler sur un livre, ou même de lire et d'étudier, j'ai ce sentiment d'être à ma place. Je sens que c'est ça. Donc c'est une bonne sensation. Alors je la suis et c'est ce que je fais. Et alors j'ai écrit, j'écrivais depuis petite, mais finalement c'est l'écriture qui a pris le pas sur le reste. Et à partir de l'écriture, il a fallu que je lise. Donc je me suis mise à lire, et avec un grand retard, et assez tard finalement, en comparaison avec d'autres auteurs qui ont eu par exemple une éducation littéraire ou une éducation culturelle. Moi j'ai pas du tout eu ça, j'ai découvert ça très tard dans ma vie. Donc je pense que j'aurai toujours cette sensation de retard, même si je sais que c'est absurde, hein, je sais que c'est bête, que c'est pas vrai.
Mais je l'ai en moi et si je la travaille pas, c'est parce que quelque part elle m'aide, cette sensation. Elle te pousse à aller de l'avant et peut-être, à combler ce manque. Peut-être, en tout cas, elle me pousse à une grande curiosité et à une forme d'endurance aussi. Alors je fais attention à pas aller trop vite. Oui. Parce qu'on pourrait essayer de tout avaler comme un ogre, mais des fois je me force à pas aller trop vite parce que j'aurais tendance à aller trop vite. Il faut capter l'essence de chaque ouvrage et ça c'est difficile si on va trop vite. Oui, c'est ça, il y a certains livres qui demandent un peu de lenteur. Certains livres de poésie par exemple, mais j'ai tendance à lire quand même assez vite. Oui. Ou à avoir aussi un avis assez vite. J'ouvre et des fois je me dis je me dis qu'il faudrait que je sois plus humble dans ma manière de lire, parce que des fois j'ouvre un livre et je me dis ah oui c'est bon, j'ai compris, je vois très bien ce que cette personne est en train de faire et est en train d'essayer de faire, mais il faudrait être un peu plus humble et pas croire qu'on a compris si vite. Ça me fait ça pour certains livres que je ne lis pas. D'accord. Et parmi les références qui t'ont poussé, est-ce qu'il y a des références qui t'ont poussé à l'écriture ? Alors il y a beaucoup d'auteurs qui sont assez importants pour moi. Là on est chez moi avec quelques livres. Moi j'aime bien certains philosophes. Par exemple j'aime bien Wittgenstein. Alors lui il m'intéresse beaucoup dans sa grande précision de syntaxe, dans sa manière de décontextualiser les choses et de les recontextualiser, ça m'intéresse beaucoup. Après, j'aime bien les romans, j'aime bien, bien sûr, non, pas forcément bien sûr, mais j'aime bien Dostoïevski. J'aime des choses un peu évidentes, j'aime Flaubert, Proust. Qui d'autre ? On parlait tout à l'heure de Seishonagon, j'aime bien Seishonagon. J'aime certains poètes comme Yi Sang, qui est un poète coréen. J'aime beaucoup Rabelais. J'aime bien Rabelais. Qui d'autre ? Ouais, Kafka, des gens comme ça. Homère. En contemporain, c'est vrai que j'aime bien Peter Handke, j'aime bien David Foster Wallace. Des tas et des tas d'auteurs, mais finalement pas tant que ça dans l'immédiatement contemporain, mais un peu quand même. Voilà, je sais pas si ça répond trop à ta question. Si. C'est toujours difficile de dresser une liste. Non, là, je la dresse au fil de mon regard sur ma bibliothèque, là où ça s'arrête. Oui, bien sûr, Don Quichotte. Là, je dis bien sûr, ça vaut la peine de dire bien sûr pour Don Quichotte. Il y a d'autres choses que tu voulais ajouter ? Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très heureuse que tout ça existe. Aussi dire que dans la vie courante, je suis d'un naturel plutôt timide. Et donc, en fait, j'aurais jamais l'occasion dans ma vie de rencontrer autant de personnes et de créer autant de liens, parce que je suis pas très habile pour ça, en fait. Quand je vais dans des festivals, des choses comme ça, je suis pas très à mon aise, je suis pas très habile. Et là, ça me fait vraiment plaisir d'avoir créé tous ces liens, même si ce sont des liens un peu virtuels. Mais regarde, c'est pas 100% virtuel, parce que là, par exemple, on est face à face, on se rencontre. C'est une vraie rencontre de deux êtres humains. Donc, je suis très heureuse de ça et très reconnaissante. Donc, merci. Ah non, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Laura Vasquez. Avec grand plaisir, merci. À bientôt. Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition.